Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Alors si je vous dis alcool, tabac, écran, jeux d'argent, substances illicites, vous pensez sûrement à des habitudes du quotidien, peut-être, mais à quel moment bascule-t-on dans l'addiction ? Eh bien c'est ce que l'on va tenter d'explorer ensemble aujourd'hui. Avec nos invités, nous tenterons de comprendre pourquoi et comment on développe une addiction, les signes qui doivent nous alerter et surtout comment peut-on s'en sortir. La santé en mouvement spéciale addiction, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Martini. Oui, Hervé Martini, bonjour. Bonjour. Vous êtes addictologue, tabacologue et secrétaire général de l'association Addiction France. Alors, comme on aime bien commencer par une définition dans la santé en mouvement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui définit une addiction et comment elle se manifeste, Hervé ? Alors, oui, tout à fait. Alors, l'addiction est un terme qui apparaît dans les années 90. C'est Goodman qui propose cette classification, qui regroupe aussi les addictions avec produits que l'on connaît, alcool, tabac, héroïne, etc. Et les addictions sans produits, comme les jeux de hasard et d'argent. Donc, en fin de compte, il considère que l'addiction, c'est une perte de contrôle du comportement. On n'arrive plus à contrôler cette consommation, ce comportement, sachant bien que ce comportement est néfaste pour nous, et aussi parce qu'on prend un comportement parce que ça fait du bien ou ça soulage une tension interne. Donc c'est vraiment une maladie chronique qui va modifier le fonctionnement du cerveau, et c'est une souffrance. L'addiction est une souffrance, parce que le terme est souvent galvaudé, je suis addict des parfums, etc. Donc c'est une vraie souffrance avec et sans produit. Alors Hervé, on est un peu le fruit de son environnement, hein. On est dans une société un peu anxiogène. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui la société fait qu'on génère encore plus d'addictions qu'il y a quelques années ? Alors de tout temps, toutes les cultures, toutes les civilisations, on a eu l'usage de produits psychoactifs ou de comportements. Ce qui est vrai, c'est que les comportements changent au fil du temps. On voit les médias qui changent, les supports de médias qui changent. On voit aussi les produits qui changent. On est passé de produits comme l'alcool, on a des nouveaux produits de synthèse qui apparaissent. Donc la révolution industrielle, par exemple, au début du 19e siècle, c'est la généralisation de la production des produits, la diffusion aussi des produits, la publicité des produits. Donc effectivement, on consomme aussi pour tenir. Dans le monde du travail, par exemple, maintenant, la cocaïne fait son apparition. Donc on n'est pas, je dirais, plus addict, mais en tout cas, les comportements changent et évoluent. Mais c'est vrai que vous avez une pression sociale sur la consommation qui est beaucoup plus importante qu'avant. Alors ici, on a bien parlé prévention et solution. Allez, quelqu'un qui veut changer ou alors qui ne supporte plus son addiction, mais qui ne sait pas par où commencer. Alors comment on frappe à votre porte et quelle est la démarche dans laquelle il faut être, on va dire ? Alors il faut déjà en parler et supprimer tout tabou et toute honte par rapport à un comportement quel qu'il soit. On est beaucoup de fruits de nos représentations, et autant le tabac c'est plus facile d'en parler, autant l'alcool c'est difficile. D'ailleurs quand on boit pas, on est tout t'es malade ou t'es enceinte, etc. On a les clichés qui apparaissent. Et donc l'idée c'est déjà en parler, alors à son entourage, à un professionnel de santé, un éducateur, bref, quelqu'un qui va finalement vous orienter, vous guider et pas rester seul. L'addiction, c'est une maladie de l'isolement. On s'isole dans l'addiction, donc en parler et surtout éviter. Il y a toujours des jugements. On va tomber sur des personnes qui peuvent vous juger, donc n'hésitez pas. Si ça va pas, si ça colle pas avec la personne, vous changez. Vous allez voir votre médecin, une autre personne, pour en parler. Et à partir de ce moment-là, vous allez rentrer dans une évaluation médico-psychosociale. Voilà. Je rappelle, les consultations que ça passe sont des consultations gratuites et anonymes. Et on accueille un accueil inconditionnel. Oui. Donc on vient vous voir, vous orienter vers des professionnels. Et là, comment ça se passe ? On est guidé sur une semaine, plusieurs mois ? Alors, on a une première consultation, on évalue un peu la situation sous le registre médical. Est-ce qu'il y a des conséquences médicales sur la personne, sociales ? Parce que l'addiction, c'est aussi une maladie du lien social avec le travail, avec son entourage. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et psychologiquement aussi, puisque l'addiction va entraîner une dépression, de l'anxiété. Donc, on évalue tout ça et ensuite, on va orienter vers le bon professionnel, une infirmière, un psychologue, etc. et proposer un plan de soins personnalisé. C'est de la dentelle. Alors, les lignes force, mais on est vraiment sur de la dentelle par rapport à la personne que l'on va recevoir. Mais alors, on le disait tout à l'heure, on est le fruit de son environnement. Est-ce qu'on peut guérir de l'addiction ? On se soigne soi-même, mais si l'environnement reste le même, c'est une maladie chronique. Alors, certains de nos usagers, nos personnes concernées vont vivre avec cela. Comme on vit avec un diabète, comme on vit avec une maladie cardiovasculaire. Le tout, c'est d'améliorer la qualité de vie. Nous, on part toujours de ce que souhaite la personne. Est-ce qu'elle veut arrêter, réduire sa consommation ? Quel parcours elle a ? Son histoire aussi importante. Et à partir de là, on va ficeler un programme de soins qui adaptera. Et donc oui, il y a des personnes qui vont authentiquement guérir dans le sens de je ne reconstruirai plus de l'alcool, mais vous savez, chez le fumeur, par exemple, c'est très intéressant. Ils vous disent toujours je suis ancien fumeur. Je suis pas non-fumeur, je suis ancien fumeur, parce que le cerveau a gardé intimement ce lien fort, psychologique, comportemental et neurobiologique avec le produit. Donc on peut effectivement améliorer la situation, être détaché du produit, mais attention, si on reprend, on peut avoir aussi des risques de rechute. Et alors j'imagine l'addiction a une influence non négligeable, enfin un impact, on va dire, sur l'environnement et sur les aidants. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux aidants dans ce cas-là ? Alors,
L'entourage, c'est une question qui est apparue il y a une vingtaine d'années. On a commencé à prendre en compte l'entourage qui va souffrir de l'addiction. Alors, il y a des entourages qui sont aidants. Ouais. Alors, quand je dis entourage, c'est l'étayage social, c'est aussi le milieu professionnel, c'est les amis, c'est beaucoup plus large que la cellule familiale en tant que telle, puisqu'il y a eu maintenant un morcellement complètement de la cellule familiale. L'idée, c'est que cet entourage-là, il doit aussi fixer ses limites par rapport au comportement de l'autre. Il doit être bienveillant, c'est-à-dire qu'une distance juste entre finalement la personne qui souffre et sa propre souffrance. Ne pas hésiter aussi à consulter et à exprimer sa souffrance et fixer ses limites. L'entourage, on va lui donner des conseils. Dans nos centres, on accueille l'entourage. Il y a aussi des associations, j'en citerai une à Lannon par exemple, qui vous aide aussi à vous positionner par rapport à ces difficultés-là. Le milieu du travail aussi, un milieu qui peut être impacté. Donc là aussi, des aides associatives, etc. peuvent vous aider au niveau du travail à favoriser un environnement de travail, de bien-être au travail qui va permettre finalement à la personne de se rétablir et corriger peut-être aussi des éléments qui vont être l'accueil du public par exemple, c'est des phénomènes qui sont bien reconnus comme étant très addictogènes, très potentiel addictogène. Donc l'idée est vraiment de faire une évaluation de l'entourage pour l'aider à se mobiliser et à éviter l'épuisement. On parle beaucoup d'aider les aidants. Je crois que c'est important, c'est tout à fait ça. Il faut aider les aidants et aussi leur faire comprendre que quand ils sont épuisés, ils ont le droit d'être épuisés. Et je crois que c'est aussi important de leur dire, le message, c'est que vous avez le droit d'être épuisé. Vous aurez le droit de passer par des phases où vous êtes un peu dans le rejet de l'autre parce que l'addiction, c'est une maladie où la personne s'isole. On comprend pas pourquoi il consomme, alors qu'il sait que c'est pas bien. Alors que je lui ai dit que je vais te quitter, je lui ai dit que tu vas perdre ton emploi, c'est un peu une maladie irrationnelle. Parce que le cerveau, l'addict, est complètement centré autour du produit. Donc il faut expliquer de manière pédagogique et de temps en temps dire, écoutez, mettez-vous un peu en retrait, soufflez, reposez-vous, les professionnels vont prendre le relais. Alors et après vous intégrer. Hervé, quel conseil vous donneriez quand on voit son conjoint ou sa conjointe, la personne qui est entre guillemets l'aidant, voit la personne entre guillemets sombrer, quel conseil vous donneriez lui dire, ne pas se voiler la face. Ne pas se voiler la face, lui dire effectivement ce qu'on pense, parce que globalement, l'aidant, qu'est-ce que la personne qui est en face, c'est une angoisse de mort qu'elle a par rapport à la personne qui est devant, mais elle va jamais le dire comme ça. Elle va dire, t'as l'air fatigué, t'as l'air pas bien, qu'est-ce qui se passe, etc. Je crois qu'il véhicule une angoisse, c'est traduire cette angoisse-là en disant, voilà, je constate que tu es pas bien, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi tu n'es pas bien, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les autres, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je peux t'aider. Tu dois aussi prendre ta part, la personne addict doit prendre sa part. Bon, quand on est vraiment beaucoup dans le produit, c'est parfois difficile de sortir. Et là, le regard du professionnel est extrêmement important. Et il faut pouvoir aussi passer la main à ce moment-là. Mais donc là, l'aidant va dire à la personne qui boit, lui donner on va des chez aides. le médecin ou on va chez le médecin, ou lui dire, à qui veux-tu qu'on en parle ? À qui veux-tu ? C'est peut-être pas forcément le médecin de famille, la personne a peut-être honte d'aller voir son médecin de famille qu'il suit depuis des années, etc. Dire, voilà, je te propose des professionnels, je te mets des adresses, je suis avec toi, je peux t'aider. Mais voilà, mais l'idée c'est quand même d'ouvrir le dialogue et pas de rester fermé dans ces. C'est difficile, c'est difficile. Mais oui, parce que l'alcool entraîne des violences parfois au sein du couple. Absolument, donc, oui. Ce que c'est vous un dites, facteur. c'est qu'il faut avoir quand même un ascendant. C'est un facteur de féminicide, c'est un facteur de violence, de carence affective, éducative. En fin de compte, l'alcool ou même l'addiction va perturber le schéma, la systémie familiale. Le fonctionnement de la cellule familiale va complètement impacter. Le parent défaillant va se retirer un peu puisqu'il est dans le produit. Il veut retrouver aussi sa place, donc il faudra recréer aussi le retour de la personne lorsqu'elle est soignée ou lorsqu'elle est prise en charge et qu'elle dit moi je veux reprendre mon rôle de père, je veux reprendre mon rôle de mère ou de conjoint, comment j'arrive? Donc tout ça, ça se prépare. C'est pour ça l'entourage, pour nous, c'est une dimension fondamentale de la prise en soin. Et que diriez-vous à la personne qui consomme et qui justement crée des violences au sein de son foyer? Que diriez-vous à la personne qui est victime justement de ces violences, de faire consulter, d'accompagner, dans le dialogue? Alors déjà, c'est de se protéger. La personne victime de violences, rien ne justifie des violences. Rien, qu'elles soient verbales ou qu'ils soient des. C'est important de le répéter. Oui, on ne doit pas subir ces violences-là, donc elle doit se mettre en protection. Et ça, c'est la première chose qu'on peut faire via des associations ou même nous-mêmes. L'entourage peut nous consulter spontanément. Et ensuite, la personne qui suit des violences, on va l'aider. On va l'aider à comprendre aussi pourquoi cette violence, expliquer que l'alcool ou les produits peuvent modifier finalement le jugement. On perd le contrôle de son comportement et l'aider à modifier cela. C'est une maladie chronique, c'est un travail de longue haleine, mais on a quand même des résultats positifs. Hervé, pour conclure, 30 secondes, le coût social des addictions est devenu depuis peu supérieur aux bénéfices générés par la vente et les taxes sur les produits. Vous avez le sentiment que les pouvoirs publics font semblant d'inciter à la prévention et que les lobbies sont plus forts? Ils font pas semblant, c'est-à-dire qu'ils savent, ils ont effectivement des injonctions de la part de certains lobbies économiques qui vont vous dire que finalement, nous, si vous ôtez ça, on va moins vendre, donc on va, notamment la filière viniviticole ou la filière brassicole. Rappelle le coût social, 150 milliards pour le tabac, 100 milliards pour l'alcool. C'est quand même un
gros déficit. Alors on est peu soutenu, c'est vrai. Le défi de janvier, c'est un mouvement associatif, collectif, c'est une dimension collective qui n'a pas été soutenue par l'État et je le regrette. À l'inverse du tabac, où il y a une dénormalisation, il y a régulièrement une politique de prévention. Oui, les lobbies nous poussent en fin de compte, essaient de détricoter la loi E20 qui permet de protéger, c'est des interdits protecteurs par rapport à la publicité, par rapport à la pression des médias, par rapport aux présentations. Il faut agir, c'est vrai. Et vous êtes là pour ça. On mobilise pour ça, nos associatifs. Oui. Merci beaucoup Hervé Martini. Merci. Je rappelle que vous êtes addictologue et secrétaire général de l'association Addiction France. Et pour continuer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Bordin. Alors Patrick, bonjour. Vous êtes fondateur de l'entreprise Ethyloborn. Expliquez-nous comment est née cette idée Ethyloborn et en quoi ça consiste. Là, je trouvais que ça a démarré très très fort parce qu'on parle d'addiction et finalement mon rôle à moi c'est tout simplement c'est de la prévention. Donc moi c'est plutôt en amont, c'est-à-dire que j'essaye Concrètement, vous faites quoi? Vous proposez quoi? Voilà, de proposer une solution de prévention. Donc je suis le fondateur et le concepteur de l'Ethyloborn. Donc l'Ethyloborn, c'est une borne éthylotest, comme son nom l'indique, avec un écran de communication pour tous les messages de prévention, et puis qui a été conçu pour réduire les risques et les conséquences d'une consommation abusive d'alcool, et qui est mise à disposition pour le public en général. Alors où est-ce qu'on la trouve? Dans des grands événements? Où est-ce qu'on trouve votre borne? Alors on la trouve dans les entreprises, en location, par exemple, quand vous faites un cocktail, les vœux de fin d'année, etc. Et puis chaque fois qu'il y a une manifestation, vous les trouvez aussi dans les coordinations de la sécurité routière qui vont s'en servir pour faire des contrôles pour mettre à disposition gratuitement. Et c'est des contrôles qui sont pas répressifs. C'est de la prévention, c'est pas de la répression. Donc et on puis, souffle. Donc voilà, la borne a un écran tactile. J'imagine qu'on souffle dans une pipette. Et pour puis là, on va l'instant, c'est mesurer. pas un écran tactile, mais c'est un écran de communication. Un écran de communication. Mais Et donc c'est là, prévu, on va... c'est prévu. C'est vous avez prévu. raison. J'ai un peu d'avance. Et donc là, on va souffler. On va définir votre grammage Voilà, d'alcool. c'est tout simple, c'est ludique. À partir du moment où il n'y a pas de répression, il n'y a pas de points en moins, etc. C'est vous soufflez simplement 5 secondes dans une paille biodégradable à usage unique. Et puis vous avez le résultat qui s'affiche jusqu'à 0,25. Et donc là, on vous dit prends la route ou prends pas la route. Voilà, c'est soit vous êtes négatif et vous avez votre résultat, pour les permis probatoires, etc., ça compte. Et dès que vous êtes au-dessus de la norme, il y a marqué négatif, quoi. Donc, et les jeunes vraiment positif. Prennent en considération justement cette... Alors c'est pas une injonction, c'est une information, mais ils l'intègrent justement, et donc celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Au départ, exactement. Au départ, ils vont se méfier un peu parce qu'ils ont l'impression que c'est un contrôle d'alcoolémie des forces de l'ordre. Et puis finalement, ils vont venir faire la démarche, ils vont se déplacer et ils vont souffler. Et là, ils se rendent compte que c'est super utile parce que juste avant de prendre le véhicule, quand vous êtes en soirée, etc., dans une discothèque, dans un bar, partout où il y a de l'alcool, eh bien, ils vont prendre conscience et ils vont essayer de changer leur comportement. Alors, ça va pas marcher sur tout le monde parce que c'est pas des conseils moralisateurs. C'est simplement, ils font la démarche, ils viennent, ils prennent une paille, ils font souffler pendant 5 secondes, ils ont le résultat qui s'affiche. Et là, ils décident. De l'information et de la prévention. Patrick, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'entreprise Ethyloborn. Et sans transition, parce que dans certaines régions, les déserts médicaux s'intensifient, je vous propose de découvrir l'histoire de Frédéric. Frédéric est pharmacien avec la Minute Medadom, notre partenaire téléconsultation, pour vous accompagner où que vous soyez. Medadom, votre solution de téléconsultation sans rendez-vous et disponible à tout moment, présente la Minute Santé. Bonjour Elidan, alors de qui allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour Vanessa, alors aujourd'hui je vais vous parler de Frédéric, un pharmacien installé en campagne qui aujourd'hui se trouve confronté à un départ important de médecins à la retraite autour de sa pharmacie. Quelles sont les conséquences sur sa pharmacie? Conséquences importantes puisque les patients n'ont plus de médecin traitant, le premier hôpital est assez éloigné du lieu d'habitation et du lieu de la pharmacie. Il faut trouver une solution à Frédéric. Donc ce que vous voulez me dire, c'est que sa pharmacie est engorgée de patients, il n'a pas la possibilité de les traiter. Exactement. Y a-t-il des solutions? Alors oui, il y a une solution qui s'offre à lui. Et d'ailleurs, cette solution provient de Daisy. Daisy qui est une préparatrice en pharmacie, qui est assez technophile, qui connaît l'écosystème innovant, notamment en santé en France, et lui propose la possibilité de mettre une cabine de téléconsultation dans sa pharmacie. Comment ça fonctionne? C'est très simple. La cabine permet de prendre en charge les patients en téléconsultation. Il y a un médecin qui se trouve à distance. Le patient entre dans la cabine et a accès au médecin qui est à distance. Moralité, les patients vont pouvoir avoir accès aux soins en allant chez Frédéric et n'iront plus aux urgences et auront une réponse immédiate à leurs problématiques de santé. Une téléconsultation va permettre à ces patients d'avoir des soins de qualité dans cette pharmacie. Merci Lidan. Merci. La Minute Santé. avec Medadom, votre solution de téléconsultation sans rendez-vous est disponible à tout moment.
Restez avec nous dans quelques instants, nous évoquerons les solutions pour venir en aide aux personnes souffrant d'addiction. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour terminer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Pébernard. Bonjour Christelle. Bonjour vous Vanessa. êtes psychiatre, addictologue et chef de service au XAPA et vous êtes surtout l'auteur du livre Mieux se protéger de la dépendance à l'alcool paru aux éditions Duno. Une question pour vous Christelle pour commencer. La dépendance à l'alcool, elle est innée ou acquise ? Alors, elle est un peu des deux, c'est-à-dire elle est déterminée à 50% par l'inné, c'est-à-dire par la vulnérabilité génétique, et le reste est façonné par l'histoire de la personne, c'est-à-dire l'influence, la culture, l'environnement, l'accessibilité du produit, l'éducation, etc. Alors, avec vous, on va parler des jeunes. Christelle, quel est le top 3 des dépendances chez les jeunes ? Alors, le produit le plus expérimenté chez les jeunes, c'est l'alcool, que ce soit autant au collège ou au lycée. Et juste derrière, on va trouver le tabac et les cigarettes électroniques. Et juste derrière, le cannabis. Alors, tout le monde a un jeune ou dans son entourage et on peut s'inquiéter ou alors ouvrir le dialogue. Vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à un parent qui s'inquiète ou qui souhaite anticiper et prévenir des comportements justement à risque chez son enfant ? Alors, ce qui est efficient, c'est d'être un parent préventeur, c'est-à-dire en parler tôt, donner des informations de prévention à son jeune avec un discours qui est adapté à l'âge, et puis prendre soin de la relation avec son jeune pour que celui-ci ait confiance en son parent, ça c'est très important, mais surtout faire de la pédagogie, prévenir et en parler tôt. Donc un jeune qui va à une soirée, comment vous lui parleriez avant qu'il n'aille pour ne pas prendre de risques et qu'il... Alors, il faut éviter les discours moralisateurs parce qu'en général, ça fonctionne pas avec les jeunes, les discours moralisateurs. Mais le responsabiliser, lui faire prendre conscience éventuellement des risques et plutôt des risques immédiats. C'est-à-dire les risques immédiats qu'il peut prendre en s'alcoolisant trop. Par exemple, oublier de se protéger lors d'un rapport intime ou alors prendre son scooter ou avoir un accident, des choses qui leur parlent. C'est-à-dire que parler de la santé au long cours, par exemple des cancers, etc., ça ne leur parle pas aux jeunes. Il faut être concret, Il faut immédiat. être concret et immédiat, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de nouvelles drogues qui circulent, des choses plus ou moins exotiques. Pourquoi les jeunes ont envie de chercher de nouvelles expériences comme ça ? Alors, il y a beaucoup d'influence au niveau des réseaux sociaux et puis des nouveaux produits comme le zine, les puffs. Bon, les puffs ont été interdits. Oui, le zine, expliquez-nous, parce que peut-être que tous nos auditeurs ne connaissent pas, mais c'est tout récent, c'est la dernière en date et c'est pas terrible. Alors, ce sont des sachets de nicotine qui sont aromatisés à différents goûts, qu'on met sous la lèvre. Il n'y a pas de tabac dedans, donc ça véhicule une image de quelque chose qui ne serait pas dangereux. Or, la nicotine est hyper addictogène, donc ça peut avoir des inconvénients, y compris sur la santé, faire monter la tension artérielle, etc., etc. Par exemple, donc il y a ça. Il y a les produits psychostimulants, les nouveaux produits de synthèse. Et puis, c'est à peu près... Le gaz hilarant, on en parle beaucoup aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir l'un ou l'autre ? C'est son prix, c'est son accessibilité ? Alors, c'est les deux, le prix, l'accessibilité. Mais c'est vrai que vous avez raison, le protoxyde d'azote, c'est quelque chose qui est très usité et qui a une réputation d'être anodine, alors que ça donne des effets secondaires au niveau neurologique qui sont assez dramatiques. Alors, parfaite transition, les effets secondaires neurologiques. J'aimerais que vous nous fassiez un petit focus sur le cannabis et les effets pour vraiment comprendre visuellement. Vous parlez de ne pas être moralisateur. Oui. Mais dites-nous concrètement ce qui se passe pour que on ait le sentiment que l'impact est vraiment irréversible. Alors, au niveau du cerveau, le cannabis agit sur la motivation, sur la mémoire, sur l'élan vital, donc ça sur la concentration aussi et sur la santé psychique en général. C'est-à-dire qu'un jeune qui consomme trop de cannabis, ça va jouer, altérer ses capacités de gestion des émotions. Donc il va être certainement très anxieux et ça peut révéler aussi une maladie psychiatrique comme un trouble de l'humeur ou une schizophrénie. Et c'est irréversible ? Alors, pas forcément irréversible, mais en tout cas, ça va aggraver les choses. Christelle, on a souvent l'impression que celui qui ne boit pas en soirée est un peu stigmatisé. Pourquoi les rôles sont inversés comme ça ?
L'alcool en France véhicule une image très positive et festive, c'est-à-dire que c'est la norme sociale, c'est de consommer de l'alcool. Et celui, finalement, qui ne boit pas peut être perçu comme quelqu'un qui est exclu ou qui s'exclut lui-même. Voilà, il y a aussi certainement l'effet miroir, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne consomme pas d'alcool va renvoyer au questionnement de celui qui en consomme. Il y a aussi la question des personnes qui consomment, qui vont se sentir jugées par celui qui ne consomme pas. C'est culturel chez nous en France. C'est très culturel. Ah oui. C'est très culturel, et celui qui ne consomme pas donc va être souvent considéré comme quelqu'un qui manque de légèreté ou qui n'est pas drôle. Ah, je dément ce propos. Christelle, pour conclure, en lisant votre livre, on peut arriver à s'arrêter de boire, ou du moins limiter sa consommation ? Je l'espère, c'est-à-dire que mon livre est conçu, c'est vraiment l'aboutissement de ma pratique clinique, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire un livre qui soit éducatif, pédagogique, qui soit vraiment un livre de psychoéducation finalement, c'est-à-dire il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de discours moralisateur. J'ai voulu prendre en compte tous les facteurs qui influencent la vulnérabilité face à l'alcool. Merci beaucoup Christelle. Donc je rappelle le titre de votre livre, Mieux se protéger de la dépendance à l'alcool, paru aux éditions Duno. Patrick, Christelle, Hervé et Elidane, merci beaucoup pour vos brillantes interventions. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.